Dans ce chapitre, on va étudier des propriétés classiques sur les nombres premiers et on va surtout comprendre leur importance en arithmétique. Commençons par la définition. Qu'est-ce que c'est? Par définition, un entier premier, soit x, un entier naturel supérieur ou égal à 2. On dit que x est premier si les seuls diviseurs de x dans n sont 1 et x. Donc x n'a pas de diviseur propre. Ses seuls diviseurs sont 1 et lui-même. Exemple de nombre premier, vous avez 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, etc. Tout à l'heure, on démontrera que dans l'ensemble n, il y a une infinité de nombres premiers. Attention, les nombres premiers commencent par 2. Un entier supérieur ou égal à 2, qui n'est pas premier, est par définition dit un entier composé. Donc un entier composé est un entier x qui est supérieur ou égal à 2 et qui admet au moins un diviseur propre, c'est-à-dire un diviseur qui est différent de 1 et différent de x. Par exemple, 6 est un entier composé, parce que 2 ou 3 aussi est un diviseur propre de x. Attention, l'entier 1 n'est pas premier, puisque les entiers premiers commencent par 2, d'accord? Et l'entier 1 n'est pas composé non plus, puisque 1 n'a pas de diviseur propre. Bien, dans la proposition suivante, on va démontrer que tout entier n supérieur ou égal à 2 admet au moins un diviseur premier. Alors, pour cela, je vais considérer un entier n supérieur ou égal à 2 et je vais considérer l'ensemble des diviseurs de n, que j'appelle dn. Donc dn, c'est l'ensemble des x appartenant à n qui divisent n. Bien sûr, 1 il divise n et n il divise n aussi. Donc 1 est un élément de dn et n aussi il appartient à dn avec, n'oubliez pas que n est supérieur ou égal à 2, donc n est différent de 1. Bien, si on considère l'ensemble dn moins le singleton 1, cet ensemble-là, il est non vide. Pourquoi? Parce qu'il contient n. C'est un sous-ensemble non vide de n, il admet donc un plus petit élément. Ce plus petit élément, je vais l'appeler P et je vais montrer que P est un nombre premier. D'accord? On va raisonner par l'absurde. Donc, supposons par l'absurde que P n'est pas premier. Qu'est-ce qui se passe si P n'est pas premier? Eh bien, P est un entier composé. Il possède au moins un diviseur propre D. Alors, D est un diviseur propre de P. Il est compris entre strictement 1 et P. D est différent de 1 et D est différent de P. Qu'est-ce qui se passe maintenant? D est un diviseur de P et P est un diviseur de N. Donc P, il divise N, n'est-ce pas? P, il divise N. Ainsi, D, il appartient à l'ensemble Dn-1 et D, il est strictement inférieur à P. Et ça, c'est une contradiction avec le fait que P est le plus petit élément de l'ensemble Dn-1. La contradiction, elle provient du fait que j'ai supposé que P n'est pas premier, donc P est un nombre premier. D'où le résultat, tout entier n supérieur ou égal à 2 admet au moins un diviseur premier. La proposition, il existe une infinité de nombres premiers. Alors la démonstration, on va raisonner par l'absurde et on va supposer que l'ensemble des nombres premiers, que j'ai appelé grand P ici, est un ensemble fini. Donc, dans l'ensemble n, il y a un nombre fini d'entiers premiers. L'ensemble des entiers premiers, je l'ai appelé grand P, et j'ai supposé que ces éléments sont P1, P2, Pk. Donc, il est un ensemble fini. On va essayer de trouver une contradiction. Considérons l'entier n égale P1 fois P2 fois Pk, d'accord, plus 1. Donc, je fais le produit de tous les nombres premiers et j'ajoute 1. n, c'est égal à P1 fois P2 fois Pk plus 1. Vous allez voir comment je vais utiliser cet entier n pour exhiber une contradiction. D'après la proposition précédente,
Qu'est-ce que je sais à propos de n? N, il admet au moins un diviseur premier, n'est-ce pas? Puisque n est supérieur ou égal à 2. En fait, n il est strictement plus grand que 2. Donc, comme les nombres premiers sont uniquement P1, P2, Pk, l'un de ces nombres premiers, Pi, qu'est-ce qu'il fait? Il va diviser n. Il existe i dans l'ensemble 1, 2 jusqu'à k, tel que Pi, il divise n. Bon, regardons maintenant ce qui se passe. Pi, il divise n, et en même temps, Pi, il divise P1, P2 fois Pk, parce que Pi, il figure ici quelque part, c'est l'un des nombres premiers qui sont là. Donc, Pi, il divise leur différence. C'est quoi leur différence? C'est n moins P1 fois P2 fois Pk. Qu'est-ce que c'est n moins P1 fois P2 fois Pk? Eh bien, c'est 1. Donc, Pi divise 1, et ça, c'est une contradiction. Pourquoi? Parce que Pi est un nombre premier, il est supérieur ou égal à 2. La contradiction, elle vient du fait que j'ai supposé que l'ensemble des nombres premiers était fini. Donc, on conclut que l'ensemble des nombres premiers est infini. Bien, proposition. Tout nombre composé n admet au moins un diviseur propre inférieur ou égal à racine carrée de n. Bon, on sait qu'un nombre composé admet un diviseur propre. Ça, c'est la définition. Alors, dans cette proposition, ce qu'on fait, c'est qu'on va démontrer que tout entier composé n admet un diviseur propre qui est inférieur ou égal à la racine carrée de n. D'accord? Alors, soit n, un entier composé, et soit d, un diviseur propre de n. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire d est un diviseur propre de n? Il existe d' appartenant à n, tel que n égale d fois d'. D est un diviseur de n, et d il est propre, c'est-à-dire d est différent de 1, et d est différent de n. Alors, puisque d est différent de 1, d' aussi il est différent de n, et puisque d est différent de n, alors d' est différent de 1. Donc d' aussi il est un diviseur propre de n. Donc d et d', tous les deux, sont des diviseurs propres de n. On va démontrer que l'un de ces deux diviseurs, d ou d', est inférieur ou égal à racine carrée de n. Eh bien, par l'absurde, qu'est-ce qui se passe sinon? Qu'est-ce que ça veut dire sinon? Si d est supérieur strictement à racine carrée de n, et d' aussi est strictement plus grand que racine carrée de n. Multiplions d fois d' est supérieur strictement à racine carrée de n fois racine carrée de n. Eh bien, c'est n. Mais qui est d fois d'? Eh bien, d fois d', c'est égal à n. Donc, on obtient que n est strictement plus grand que n, ce qui est une contradiction. Le théorème suivant va nous expliquer l'importance et le rôle des nombres premiers. En effet, dans ce théorème, on va démontrer que tout entier supérieur ou égal à 2 est soit premier, soit il s'écrit comme étant un produit de nombres premiers. Alors, de plus, cette écriture ou cette décomposition est unique à l'ordre près. Par exemple, l'entier 36, je peux l'écrire, c'est 2 fois 2 fois 3 fois 3. Je peux aussi l'écrire 2 fois 3 fois 2 fois 3. Donc, je peux changer l'ordre des nombres premiers puisque le produit dans n est commutatif. Alors, ce genre de problèmes en mathématiques, on les appelle les problèmes d'existence et d'unicité. Il faut démontrer deux choses dans ce théorème-là. Il faut démontrer l'existence de cette décomposition et aussi il faut démontrer son unicité. Commençons par l'existence. Alors, on va démontrer l'existence de la décomposition par récurrence sur n. On va commencer par n égale à 2. Pour n égale à 2, l'entier n égale à 2 est premier, donc la propriété est vraie. N'oubliez pas ce qu'on veut démontrer. On veut démontrer que tout entier n supérieur ou égal à 2 est soit premier, soit il se décompose en produit de nombres premiers. Commençons par n égale 2. n égale 2 est premier, donc la propriété est vraie.
pour n égale 2. Ensuite, supposons que la propriété est vraie jusqu'à n, et montrons qu'elle est vraie pour n plus 1. D'accord? Alors, ce qu'on veut démontrer, c'est que n plus 1 est soit premier, soit il s'écrit comme étant un produit de nombres premiers, comme un produit de facteurs premiers. Comment on démontre A ou B? Ben, je suppose que A est fausse et je démontre B. Donc, supposons que n plus 1 n'est pas premier et montrons alors qu'il s'écrit comme étant un produit de nombres premiers. Alors, si n plus 1 n'est pas premier, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il est un entier composé. Donc, il possède au moins un diviseur propre. n plus 1, il s'écrit sous la forme m1 fois m2, avec m1 et m2, tous les deux sont compris entre strictement 1 et n plus 1, puisqu'ils sont des diviseurs propres de n plus 1. Et donc, m1 et m2, tous les deux sont compris entre 2 et n. Comme l'hypothèse de récurrence est valable pour les entiers compris entre 2 et n, donc je peux appliquer cette hypothèse de récurrence à m1 et à m2 et dire que m1 est soit premier, soit il s'écrit comme étant un produit de nombres premiers, et on peut dire la même chose pour m2. m2 est soit premier, soit il s'écrit comme étant un produit de nombres premiers. Alors, que peut-on dire de n plus 1? Mais n plus 1, c'est m1 fois m2. Donc, forcément, n plus 1, qui est égal à m1 fois m2, est un produit de nombres premiers, et c'est exactement ce qu'il faut démontrer. Bien, passons à l'unicité de cette décomposition, soit n supérieur ou égal à 2, et supposons que n se décompose en produit de facteurs premiers de deux façons. Donc, supposons que n s'écrit sous la forme P1 fois P2 fois Pk, et en même temps, il s'écrit sous la forme Q1 fois Q2 fois Qk', avec les Pi et les Qj sont tous des nombres premiers. Ce qu'il faut démontrer, c'est que K est égal à K', et après réarrangement des termes, bien sûr, il faut que chaque Pi soit égal au Qi correspondant. P1 égale Q1, P2 égale Q2, Pk égale Qk. Mais ça, c'est après, bien sûr, après réarrangement, d'accord, des termes. Alors, on va procéder par récurrence sur l'entier K, sur le nombre de nombres premiers ici, d'accord, qui figure dans la décomposition de n, sur K. Alors, commençons par K égale 1. Si K égale 1, donc là à gauche, on a seulement P1 qui est égal à Q1 fois Q2 fois Qk'. Mais attention, P1 est un nombre premier. Est-ce que P1, il peut être un produit de plusieurs nombres premiers comme ça? Non. Donc forcément, K' est nécessairement dans ce cas-là égal à 1. D'accord? Et là, à droite, j'ai seulement Q1. Et donc, on a P1 égale Q1. La propriété est donc vraie pour K égale 1. On va supposer qu'elle est vraie jusqu'à K-1 et on va démontrer qu'elle est vraie pour K. Supposons donc qu'on a l'égalité P1 fois P2 fois Pk égale Q1 fois Q2 fois Qk'. Regardez. Il faut pouvoir utiliser l'hypothèse de récurrence. Donc, il faut pouvoir se ramener à un produit ici où on n'a pas K nombre premier, où on a K-1 nombre premier, pour pouvoir appliquer l'hypothèse de récurrence. Comment est-ce que je peux me ramener à K-1 nombre premier ici au lieu de K? Eh bien, il faut pouvoir simplifier par l'un de ces nombres premiers, et c'est ce qu'on va faire. Regardez comment. Donc, je répète, on a l'égalité P1 fois P2 fois Pk égale Q1 fois Q2 fois Qk'. Donc, P1 fois Pk moins 1, ça je le mets entre parenthèses, fois Pk égale Q1 Qk' moins 1 Qk'. D'accord? J'ai rien fait ici à droite. Regardez, l'entier Pk qui est là. Pk, il divise P1, Pk moins 1, Pk, bien sûr. Donc, il divise l'entier qui est à droite, ici. P1, il divise
Q1 fois Q2 fois QK' moins 1 fois QK'. Or, qu'est-ce que je sais à propos de PK? PK est un nombre premier. Qu'est-ce qu'on sait en arithmétique? Si P est un nombre premier qui divise A fois B, alors il divise A ou il divise B. S'il divise A fois B fois C, il divise A ou il divise B ou il divise C. Ici, PK est un nombre premier. Il divise Q1 fois Q2 fois QK' moins 1 fois QK'. Donc nécessairement, PK, il divise l'un de ces nombres QI. Alors pour fixer les idées, et sans perdre aucune généralité, je peux supposer que PK il divise QK'. Vous me dites, mais comment tu fais ça? Et si jamais il ne divise pas QK', il divise Q1 par exemple? C'est pas grave. S'il divise Q1, eh bien je ramène le Q1 ici, et je ramène le QK' ici, et je change les noms, c'est-à-dire le Q1 qui est là, je l'appelle QK', et le QK', je l'appelle Q1. Donc on peut toujours s'arranger, et on peut toujours supposer, pour fixer les idées, que PK, qui divise l'un de ces QI, eh bien, il va diviser QK', par exemple. Donc, QK' s'écrit sous la forme alpha par PK. Mais attention, QK' est premier, PK est premier. Comment ça? QK' égale alpha PK. C'est possible uniquement lorsque alpha égale combien? Lorsque alpha égale 1. Et QK' est égal à PK. Bien. Donc, remplaçons QK' par PK ici. Et on a ici PK. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Eh bien, je peux simplifier par PK. Qu'est-ce qu'il me reste dans ce cas? P1 fois P2 fois PK-1 égale Q1 fois Q2 fois QK'-1. Regardez maintenant ici. J'ai, au lieu de K, nombre premier, j'en ai K-1. Donc, est-ce que je peux appliquer l'hypothèse de récurrence? Oui. Qu'est-ce qu'elle dit l'hypothèse de récurrence? Eh bien, l'hypothèse de récurrence qui s'applique maintenant, elle dit que K-1 est égal à K'-1, et donc K égale K'. Et après réarrangement des termes, on a P1 égale Q1, P2 égale Q2, PK-1 égale QK-1, parce qu'on a dit que K égale K'. Bien, il reste à montrer que PK égale QK, mais ça on l'a déjà, regardez. On a déjà que, puisque alpha égale 1, on a déjà que PK égale QK', mais K' c'est K, donc c'est QK. D'accord? D'où on a K égale K' et PI égale QI pour tout I allant de 1 jusqu'à K. Et donc, la décomposition d'un entier n supérieur ou égal à 2 comme étant un produit de nombres premiers est une décomposition unique. À l'ordre près, bien sûr, puisque je peux toujours changer l'ordre des facteurs premiers, puisque le produit est commutatif. Corollaire, soit n un entier supérieur ou égal à 2, on sait que n, d'après le théorème précédent, il s'écrit d'une manière unique comme étant un produit de nombres premiers, soit lui-même, il est un nombre premier, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe si je rassemble tous les nombres premiers identiques, les 2 ensemble, les 3 ensemble, les 5 ensemble, etc. J'obtiens une écriture n égale P1 à la puissance alpha 1, P2 à la puissance alpha 2, Pk à la puissance alpha k, avec P1, P2, Pk sont des nombres premiers et les alpha i sont des entiers naturels non nuls. Alors cette décomposition-là, on l'appelle la décomposition primaire de n. Bien sûr, c'est une décomposition unique aussi à l'ordre près. D'accord? Par exemple, 36, quelle est sa décomposition primaire? 36, c'est 4 fois 9, n'est-ce pas? Donc 36, je peux l'écrire 2 au carré fois 3 au carré. Et elle est unique, cette décomposition, à l'ordre près. Ce que je peux faire, c'est, au lieu de 2 au carré fois 3 au carré, eh bien, je peux écrire 3 au carré fois 2 au carré. Voilà. On a donc la définition suivante, soit n, un entier supérieur ou égal à 2. On vient de voir que n, il s'écrit sous la forme suivante, n égale P1 à la puissance alpha 1, etc., Pk à la puissance alpha k, où les Pi sont des nombres premiers et les alpha i sont des entiers naturels non nuls. Cette décomposition, on l'appelle la décomposition primaire de n. Et c'est une décomposition unique à l'ordre près. Au lieu de P1 alpha 1, P2 alpha 2, je peux écrire P2 alpha 2, P1 alpha 1, etc. Mais attention,
Si on autorise aux alpha i d'être égaux à 0, dans ce cas, la décomposition ne sera plus unique. D'accord? Alors, cette factorisation en produit de nombres premiers va nous donner une autre méthode pour chercher le PPCM et le PGCD de deux entiers. Donc on a la proposition suivante, soit A et B, deux entiers, supérieur ou égal à 2. D'accord? Alors on sait que A il s'écrit sous cette forme-là et B aussi. D'accord? Alors comment on cherche le PGCD de A et de B? Eh bien A et B, le PGCD de A et de B, c'est P1 à la puissance gamma 1. Qu'est-ce que c'est gamma 1? Gamma 1, eh bien, je prends le minimum entre alpha 1 et bêta 1. Parce que je veux un diviseur commun de A et de B, et je veux le plus grand diviseur commun de A et de B. Donc, je prends P1 à la puissance gamma 1, avec gamma 1, c'est le minimum entre alpha 1 et bêta 1, fois P2 à la puissance gamma 2, etc., fois Pk à la puissance gamma k. D'accord? Gamma k, c'est le minimum entre alpha k et bêta k. Maintenant, comment on cherche le PPCM de A et de B? A ou B, c'est P1 à la puissance delta 1, P2 à la puissance delta 2, etc., Pk à la puissance delta k. Delta 1, eh bien, c'est le maximum entre alpha 1 et bêta 1. Pourquoi le maximum? Parce que je veux un multiple commun de A et de B. Donc, je prends le maximum entre alpha 1 et bêta 1, d'accord? P2 à la puissance delta 2, qui est delta 2, c'est le maximum entre alpha 2 et bêta 2, etc., qui est delta k, c'est le maximum entre alpha k et bêta k. Bien, par exemple, si A égale 60 et B égale 48, alors A se décompose ainsi, 2 au carré fois 3 fois 5, et B c'est égal à 2 à la puissance 4 fois 3. Vous voyez, ici, on n'a pas le même nombre. Ici, on a 3 nombres premiers. Ici, on a 2. Alors, comment je fais pour appliquer ces deux formules? C'est pas grave. Eh bien, ici, j'ajoute, parce que ici, il y a 5 et ici, il n'y a pas 5. C'est pas grave. J'ajoute ici 5 à la puissance 0. 5 à la puissance 0 pour pouvoir appliquer ces deux formules. D'accord? Donc, d'après ces deux formules, qu'est-ce que c'est A et B? A et B, c'est 2 à la puissance. Je prends la puissance, la plus petite puissance, d'accord? Ici j'ai 2, ici j'en ai 4, donc je prends 2. 3 à la puissance 1, 3 à la puissance 1, je prends 3. 5 à la puissance 1, 5 à la puissance 0, eh bien je prends 5 à la puissance 0. Ça fait 12. Le PGCD c'est 12. Alors le PPCM de A et de B, je prends les nombres premiers à la plus grande puissance. 2 à la puissance 4, 2 à la puissance 2, eh bien je prends 2 à la puissance 4. 3 à la puissance 1, 3 à la puissance 1, je prends 3 à la puissance 1. 5 à la puissance 0, 5 à la puissance 1, eh bien je prends 5 à la puissance 1. D'accord? Ça fait 240. Bien, maintenant on va donner quelques théorèmes classiques sur les nombres premiers. Donc on commence par le théorème suivant, soit P un nombre premier. On va démontrer que pour tout k allant de 1 jusqu'à p-1, pour tout k allant de 1 jusqu'à p-1, CPK est divisible par P. Qu'est-ce que c'est CPK? Bien, CPK, c'est P factoriel sur K factoriel par P-K factoriel. Ce sont les coefficients binomiaux. Donc, il faut démontrer que pour tout K appartenant à l'ensemble 1, 2, etc. jusqu'à P-1, on a CPK est divisible par P. Bien, alors, on va rappeler cette égalité. K fois CPK est égal à P fois CP-1, K-1. Ça, c'est une formule combinatoire que vous avez certainement dû voir quelque part dans les classes terminales. Eh bien, comment on démontre ça? Tout simplement, on vérifie l'égalité, tout simplement, en utilisant la formule pour CPK. CPK, c'est P factoriel sur K factoriel, facteur de P moins K factoriel. Et même chose ici, pour CP-1, K-1. Et on vérifie l'égalité, c'est très simple. Bien. P, il divise P fois CP-1, K-1, bien sûr. Et donc, à cause de l'égalité, il divise K fois CPK. Qu'est-ce que c'est K? K est un entier
entre 1 et P-1. Et P est un nombre premier. Donc, P, il est premier avec K. Lorsque P est un nombre premier, P, il est premier avec 1, il est premier avec 2, il est premier avec 3, jusqu'à il est premier avec P-1. Il est premier avec tous les entiers qui sont strictement inférieurs à P. OK? Donc, P, il divise K fois CPK, et puisque P est premier avec K, qu'est-ce qu'il fait alors P? Il divise forcément CPK. Et donc, CPK est divisible par P. Voilà, le théorème suivant, soit P est un nombre premier, on va démontrer que pour tout entier n, l'entier n à la puissance P moins n est divisible par P. Np moins n est divisible par P. Alors, comme c'est une propriété qui porte sur les entiers naturels, on va essayer de démontrer ça par récurrence sur n. On commence par n égale à 0 ou n égale 1. Regardez, pour n égale à 0, qu'est-ce qu'on a? N à la puissance P moins n, c'est 0. Et 0, est-ce qu'il est divisible par P? Oui, parce que 0, c'est égal à 0 fois P. Pour n égale à 1, on a 1 moins 1, c'est aussi 0, et donc c'est aussi divisible par P. Bien, supposons que la propriété, celle-là, est valable jusqu'à n, et montrons qu'elle est valable pour n plus 1. C'est-à-dire, il faut démontrer quoi? Il faut démontrer que n plus 1 à la puissance p moins n plus 1 est un multiple ou est divisible par p. Bon, calculons n plus 1 à la puissance p moins n plus 1. Je vais utiliser la formule du binôme de Newton ici. N plus 1 à la puissance p, c'est sigma k allant de 0 jusqu'à p, cpk, n à la puissance k, par 1 à la puissance p moins k. Mais 1 à la puissance p moins k, c'est toujours 1. Bien. Moins n plus 1. Alors ici, je vais isoler les termes pour k égale à 0, c'est ici, pour k égale à 0, et pour k égale à p. Pourquoi? Vous allez voir, parce que j'ai envie d'utiliser le théorème précédent. Alors regardez, pour k égale à 0, j'ai cp0 n à la puissance 0. Pour k égale à p, j'ai cpp par n à la puissance p, plus sigma, maintenant, k allant de 1 jusqu'à p-1. K allant de 1 jusqu'à p-1. Cpk, n à la puissance k, moins n plus 1, moins n plus 1, ça va. Alors, cp0, n0, c'est 1. Cpp, c'est quoi cpp? C'est 1 fois n à la puissance p, donc ça fait 1 plus np, plus sigma k allant de 1 jusqu'à p-1, cpk, n à la puissance k, moins n moins 1. 1 moins 1, ça s'en va. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste np moins n, voilà, np moins n, plus cette sommation-là, sigma, k allant de 1 jusqu'à p-1, cpk fois n à la puissance k. N'oublions pas qu'il faut démontrer que ceci est divisible par p. Alors regardez, ici j'ai np moins n. Et d'après l'hypothèse de récurrence, quand j'écris HR, HR c'est l'hypothèse de récurrence, d'après l'hypothèse de récurrence, np moins n est divisible par p. Maintenant, regardez ici. Ce qu'on a démontré au théorème précédent, pour tout cas allant de 1 jusqu'à p-1, le coefficient binomial cpk, eh bien, il est divisible par p. Donc ici, dans cette somme, cp1, cp2, cp3 jusqu'à cp, p-1, ils sont tous divisibles par p. Donc, cette somme-là est divisible par p grâce au théorème précédent. np moins n est divisible par p par hypothèse de récurrence. Donc, la somme est aussi divisible par p, d'où n plus 1 à la puissance p moins n plus 1 est divisible par p, et c'est ce qu'il faut démontrer. Voilà maintenant le fameux théorème qui s'appelle le petit théorème de Fermat et qui énonce soit p est un nombre premier si n est un entier non divisible par p. Si n est un entier non divisible par p, alors l'entier n à la puissance p-1 moins 1 est divisible par p. Donc, ce théorème est très connu en arithmétique. Il s'appelle le petit théorème de Fermat. Si p est un nombre premier,
qui ne divise pas n, alors l'entier n à la puissance p moins 1 moins 1 est divisible par p. Bien, alors on va démontrer ça en utilisant le théorème précédent. D'après le théorème précédent, on sait que p, il divise n à la puissance p moins n. C'est ce que nous avons démontré au théorème précédent. Alors, np moins n s'écrit en prenant n en facteur, voilà, je retrouve l'entier que je veux. N à la puissance p moins 1 moins 1. Bien, maintenant on va discuter. Alors, p, il est premier, pas l'hypothèse. Et il divise un produit, il divise a fois b. D'accord? Alors, je sais que lorsque p est un nombre premier qui divise a fois b, alors il divise a ou il divise b. Mais en fait, est-ce que p peut diviser n? Non. P, il ne divise pas n, par hypothèse. Donc, p, il est premier avec n. Un nombre premier p qui ne divise pas n, il est premier avec n. Hein? Maintenant, on peut utiliser notre théorème de Gauss. P, il divise n facteur de n à la puissance p moins 1 moins 1. P, alors il est premier avec n, donc p, il divise n à la puissance p moins 1 moins 1. D'accord? D'où le petit théorème de Fermat. Bien. Je termine par le théorème suivant. Alors, soit P est un nombre premier, si M et N sont des entiers, tels que M-1 et N-1 tous les deux sont divisibles par P, alors l'entier Mn-1 est divisible par P aussi. Un simple calcul. Comment on traduit les hypothèses? M-1, il s'écrit sous la forme K fois P, puisqu'il est divisible par P. N-1 s'écrit sous la forme K'P. Donc M c'est Kp plus 1 et N c'est K'P plus 1. Et ce qu'on veut démontrer, c'est que Mn moins 1 est divisible par P. Bien, calculons Mn. Mn, c'est le produit. Ça fait K'P2 plus Kp plus K'P plus 1. Mn moins 1, vous voyez, c'est K'P2 plus Kp plus K'P. Eh bien, je peux prendre P en facteur. P fois un certain entier. Donc, c'est divisible par